Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir à Marsac pour cette réunion qui, selon toute, pour nous tous, va être importante parce que nous sommes tous amenés à rencontrer quelques difficultés avec nos jeunes, que l'on soit parents, grands-parents, donc que nous soyons des élus comme c'est notre cas à nous sommes confrontés à ce que peut être la violence à l'école et le comportement de certains enfants à l'égard d'autres enfants, mais aussi des adultes. Donc la conférence de ce soir que nous avons intitulée « Violence en milieu scolaire, limite aux réalités », en effet, certaines cours de récréation de nos écoles communales semblent être devenues le théâtre non pas de bagarres, je dirais, bon enfant, plutôt d'ailleurs entre garçons pour voir sa force, se mesurer, mais bel et bien le théâtre de véritables scènes de violence, parfois d'affrontement, devant le regard des adultes présents. Donc au collège, la violence observée s'exprimera parfois par d'autres canaux, via les réseaux sociaux, et la fin sera parfois plus tragique. Donc, si tant est qu'il y ait un changement, qu'est-ce qui aurait tant changé aujourd'hui? Les enfants, les ados, les enseignants, les parents, les relations entre les uns et les autres, l'éducation, l'école en général. Le professeur François Dubé va poser un regard de sociologue sur toutes ces questions avant d'échanger avec vous. Je voudrais d'abord prendre une précaution, mais qui n'est pas qu'une précaution, c'est que depuis qu'il y a des jeunes, c'est pire qu'avant. Voilà. Une règle. Quand j'étais au lycée, on était bien pire que les gens d'avant. Moi, j'ai vu passer des générations d'étudiants qui m'expliquent, une fois qu'ils sont nommés profs, que le niveau s'est effondré depuis qu'ils sont nommés. J'en disais, il y a 3 ans, je t'avais comme étudiant, déjà le niveau n'était pas terrible, je te rassure. Enfin bon, c'est toujours pire qu'avant. Donc il faut toujours se méfier énormément. Je vous rappelle que le très grand livre des années 1920, c'est La guerre des boutons, qui est quand même de belles bagarres entre les monde. Aujourd'hui, je pense que l'auteur qui ferait La guerre des boutons avec ce ton d'humour qui se passerait dans une banlieue aurait probablement un procès pour incitation à la violence. Voilà. Les cultes du samedi soir, les sorties de bal, les débordements sexuels de fêtes de vendange et de Saint-Jean. Il suffit de regarder d'ailleurs les dates de naissance des enfants pour ça rendre compte, voilà. C'est pas des nouveautés. Donc je ne dis pas que tout va bien, mais tout n'était pas aussi bien qu'on l'imagine bien souvent. Souvent d'ailleurs les gens regrettent l'école d'autrefois, mais moi je ne la regrette pas, parce que l'école que j'ai connue, les instituts cognaient les gosses, les cancres dormaient au fond de la classe et se faisaient humilier. C'est vrai qu'il y avait plutôt de l'ordre, mais ce n'était pas non plus terrible. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que tout va bien, mais je ne vais pas centrer ça uniquement sur la violence, et dire quand même ce qui a changé, et le fait que les problèmes sont devenus plus compliqués, plus difficiles à gérer aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Alors, on a tous en tête une image d'Épinal, une sorte d'image nostalgique, et une nostalgie qui n'est pas un récit historique, ce n'est pas la vérité, mais c'est la manière dont on se représente le passé, qui était un monde, au fond, apaisé, à la fois dans la famille et dans l'école. Alors, la famille d'autrefois, la famille classique, si vous voulez, c'est Monsieur Gagnepin qui épouse Madame au foyer. Il gagne sa vie, elle est à la maison, elle attend le soir en souriant. Elle va être libérée par Moulinex. Voilà. Ils vont faire 3 enfants et ils vont élever leurs enfants, au fond, dans un modèle de reproduction de ce qui se faisait déjà. C'est assez vrai, moi. J'ai été élevé comme ça. Mes sœurs ont été élevées pour ressembler à ma mère et j'ai été élevé pour ressembler
à mon père, ce qui fait que mes sœurs m'en veuillent d'ailleurs, toujours, parce que ça me valait des privilèges. Bon. Il y avait des grands-parents qui avaient ce qu'on appelle une relation à plaisanterie. Les grands-parents pouvaient avoir avec les enfants des formes de complicité, de familiarité qui ne s'autorisaient pas avec les parents. Bon, des choses comme ça. Aujourd'hui, les grands-parents sont des auxiliaires éducatifs auxquels on file les gosses parce qu'on a trop de boulot. Bon, je suis grand-parent, c'est beaucoup moins sympa. Bon. Les garçons et les filles sont différentes. La crise d'adolescence, c'est normal dans ce monde-là. Moi, je faisais beaucoup d'enquêtes encore des années. Non, il me fait sa crise d'adolescence. Voilà. Elle me fait sa crise d'adolescence. Il fait la gueule, il a des boutons, elle a de l'acné, ça va lui passer. Il y avait même des formes que j'ai bien connues, moi, de ce que les sociologues appelleraient de la déviance tolérée. C'est-à-dire que moi, je suis un petit gars du sud-ouest. Si je ne m'étais pas battu avec mes copains, je crois que mes parents auraient eu des doutes sur mes orientations sexuelles. Bon. Je veux dire par là que l'injonction, c'était il ne faut pas se battre, mais si tu ne te bats pas, bon, quand même, voilà. Ce qui fait qu'on se battait, mais les parents le savaient sans le savoir. Je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre. De la même manière, il faut que ma fille soit vertueuse, mais pas une oie blanche. Donc qu'elle se débrouille pour avoir des formes d'apprentissage amoureux, mais quand même en faisant attention. Voilà. Donc vous avez un monde qui était au fond quand même assez relativement stable et dans lequel, ça c'est tout à fait, c'était très important, l'autorité va de soi. C'est-à-dire que l'autorité des parents sur les enfants va de soi, elle n'a pas à être justifiée. Ça c'est très agréable pour ceux qui exercent l'autorité. Il n'y a pas une petite voix qui dit « Et pourquoi tu t'autorises à me demander ?» parce que je suis ton père et que si tu insistes, bon, voilà. Donc c'est un monde assez stable. C'était pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, il y avait les enfants battus, il y avait des femmes cognées, il y avait des pères alcooliques, il y avait des gosses névrosés, il y avait tout un tas de trucs. Il n'y avait pas de viol parce qu'on ne portait pas plainte, donc il n'y en avait pas. Voilà. Mais le cadre, la représentation dans laquelle on vivait était quand même relativement stable. C'était le métier de parent, j'ai envie de dire, n'était pas très difficile à exercer. Il suffisait de faire ce que la société attendait, qui était bien fixé, bien établi. Les parents n'étaient pas obligés de lire des livres de psychologie, de regarder Super Nanny à la télé pour comprendre ce qu'il fallait faire. C'était comme ça qu'on faisait. Bien. Si on regarde l'école, on a une nostalgie de l'école encore pire. L'école d'autrefois, c'est l'école, il y a école de filles, école de garçons, parce qu'on ne mélange pas les sexes. La mixité scolaire date de la fin des années 60 et elle a été établie pour des raisons de démographie scolaire. C'est parce qu'on ne pouvait plus, à cause du boom des naissances, séparer les filles et les garçons qu'on a été obligé de les mettre ensemble. Mais moi qui vous parle, je suis très vieux, mais quand même, j'ai jamais vu une fille à l'école entre le CP et le bac. Hein. Si, j'en ai vu en classe de terminale dans mon lycée de Périgueux, parce qu'on avait été obligé d'aller mettre des filles dans ma classe de terminale à Périgueux, et le proviseur vous avez fait un discours en 1964, au moins que le regard ambigu, c'est l'exclusion. Bon. Par ailleurs, c'était le temps des surbooms, les débuts de la contraception. Enfin, je veux dire, on n'était pas complètement idiots. Mais à l'école, s'il arrivait que des petits garçons et des maîtresses, des institutrices, il n'était pas pensable que les petites filles aient des maîtres. Voilà, c'était un monde très stable de ce point de vue-là. C'était un monde où il n'y avait pas de débat sur ce qu'on doit enseigner. L'histoire de France n'était pas en débat. Je vous rappelle que la France était une nation qui avait été prévue par Dieu pour avoir des frontières naturelles. Dieu, dans sa grande sagesse, avait mis les Pyrénées pour qu'on ne soit pas espagnol, les Alpes pour qu'on ne soit ni suisse, ni le Rhin pour qu'on ne soit pas allemand, et il n'avait rien prévu du côté de la Belgique, et les ennuis sont toujours venus par là, d'ailleurs. Vous l'avez remarqué, mais il y avait des frontières naturelles, il y avait une histoire que tout le monde connaît, les ancêtres, les Gaulois, le participe passé n'était pas contestable, la règle de 3 non plus, et au fond, sauf à être un très bon élève, l'école ne changeait le destin de personne. J'insiste beaucoup là-dessus.
jusqu'aux années 60, les enfants du peuple vont à l'école du peuple, ils auront le certificat d'études, tant mieux, ils n'auront pas, tant pis. Et dans la classe de Barsac, il y a 2 ou 3 élèves particulièrement doués que le maître va pousser vers le collège. Et s'ils sont particulièrement doués, ils seront instituteurs et ils chanteront la gloire de l'école républicaine, puisqu'ils ont dit que cette école est formidable, elle n'a plus. Et s'ils sont exceptionnellement doués, alors on n'en parle plus. Mais grosso modo, l'école fabrique des citoyennes de culture commune, mais elle n'est pas là pour changer le destin des gens. J'insiste beaucoup là-dessus. Les filles se marieront, les garçons reprendront le boulot qui était grosso modo celui de leur père, et ce monde est à peu près paisible. En même temps, l'école est un sanctuaire. Il faut bien se rappeler que l'école laïque, c'est le produit du monastère catholique. Quand on entre dans l'école, on est dans un autre monde. On ne parle pas pareil, on ne s'habille pas pareil, on laisse... Il y a même une sorte de théorie de l'école laïque, parce qu'il y a des enseignants ici qui n'ont pas fait l'école normale d'instituteurs parce qu'ils sont trop jeunes. On leur aurait fait lire un philosophe qui s'appelait Alain, qui était le grand philosophe spirituel, qui leur expliquait qu'il fallait distinguer radicalement l'enfant et l'élève. L'enfant est un être sauvage, barbare, plein de désirs et de bordel. Ça regarde la famille. L'école ne connaît que des élèves, des êtres de raison qui s'assoient, qui prennent des notes et qui la bouclent. Voilà. C'était un clivage, d'ailleurs, ce clivage, de manière, si vous avez le temps, c'est exactement le clivage de l'âme et du corps dans l'école catholique, dans l'Église. À l'Église, vous amenez votre âme, le corps, vous êtes obligé de l'amener parce qu'il faut bien que l'âme soit quelque part, mais au fond, le corps est profane, l'enfant est profane, la raison est sacrée, l'âme est sacrée, et le maître, évidemment, a une autorité formidable parce que le maître incarne, comme de la même manière que le prêtre incarne la présence de Dieu quand il dit la messe, l'institut incarne la présence de la culture, de la nation, de la République, de la raison, quand il la classe. Moi, je raconte toujours cette anecdote. Mon institut m'avait dit, je ne sais pas en CM1, m'avait dit, si tu ne me respectes pas en tant que personne, c'est vrai que je le respecte peu. Il m'avait dit, respecte ce que je représente. Et cette phrase ne m'avait pas du tout étonné. Parce que je savais, confusément, qu'il représentait quelque chose, qu'il était supérieur. Si un gamin, si vous dites, il y a les instituts, je dis toujours instituts par nostalgie, il y a des professeurs des écoles. S'ils disent à un enfant, respecte ce que je représente, le gamin va appeler Cadillac. Les gens l'entendent les voix. Moi, il représentait, il y avait derrière lui la carte de France, enfin, je veux dire, il représentait quelque chose de supérieur, la culture, la nation, la raison, etc. Donc, vous êtes dans un monde qui est stable de la même manière que le monde familial, au fond. C'est ça l'image qu'on a. C'était pas non plus la réalité, mais c'est comme ça qu'on se le représente. Et l'école, au fond, intervient peu sur le destin des élèves, ou elle intervient que sur le mode de l'élitisme républicain. C'est-à-dire, le rôle de l'école, c'est pas de donner à tous les élèves les mêmes chances de réussir, c'est de faire que les enfants du peuple, particulièrement méritants, puissent s'élever dans la société pour se mettre au service de la République, c'est-à-dire pour devenir postier, instituteur, gendarme, fonctionnaire. Ce qui fait d'ailleurs que les gens n'en veulent pas à l'école s'ils n'ont pas réussi. Parce que c'est le destin normal du monde scolaire. Ça, c'est un imaginaire qu'on a, et chaque fois qu'il y a un truc qui se passe en France, vous êtes sûr que cet imaginaire scolaire ressurgit. J'écoutais en venant tout à l'heure, évidemment, le débat sur les attentats de Strasbourg, les débats sur les fake news complètement invraisemblables, disant c'est un attentat prévu par le gouvernement pour emmerder pour gêner les gilets. La réaction immédiate est de dire il faut que l'école règle le problème. Si elle apprend à lire, c'est déjà pas mal. En plus, il faut qu'elle rende les gens plus intelligents que les journalistes, vous vous rendez compte du boulot que ça représente. Donc, j'insiste beaucoup sur ces deux images parce que ces deux images
même si vous n'avez jamais été dans cette école, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, même si vous n'avez jamais eu ce genre de famille, ce qui est le cas des gens qui ont moins de 60 ans, il n'empêche que ce modèle-là, on l'a en permanence dans la tête, dans l'esprit, que ça reste une sorte de référence permanente sur la bonne éducation, l'autorité qui va de soi, les enfants qui font des bêtises, mais quand même qui finissent par rentrer dans le cadre et par obéir. Au fond, le modèle pour les garçons des milieux populaires, c'était je quitte l'école, je travaille, je vais au bal, je me bagarre, je bois, je fais l'armée, je rentre, il y a ma fiancée qui m'attend, et c'est fini. La rigolade, c'est terminé. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué, parce que j'ai beaucoup interviewé ces gens-là, avec mes gosses, vous allez voir, je vais les payer. Bon, alors ce monde-là, même à Larsac, il n'existe plus. Voilà. Je vous le dis tout de suite, il n'existe plus. Alors, il n'existe plus pour un tas de raisons, mais pour des raisons qui sont pour l'essentiel des raisons positives. Je vous vais expliquer, c'est parce que nous sommes de plus en plus égaux, nous sommes de plus en plus libres, en tout cas nous voulons être de plus en plus libres, de plus en plus autonomes, de plus en plus égaux, et donc ce monde, en France et partout ailleurs, n'existe que dans la nostalgie et dans les moments de panique, au fond, il se réactualise. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la famille? C'est extrêmement simple. D'abord, aujourd'hui, dans la famille, 50% des naissances se font avant le mariage. Aujourd'hui, un beau mariage, c'est la mariée en blanc avec 2 gamins devant qui va à la messe. C'est beaucoup de la Sainte Vierge, parce que... problème, bon. Et 50% des couples divorcent. Voilà. Donc la norme, c'est pas un monsieur, une dame, des enfants pour l'éternité, ça ne marche pour la moitié d'entre eux, les autres, c'est du bordel, c'est de la famille recomposée, c'est des trucs invraisemblables, qui font des comédies très marrantes. Dans la réalité, c'est marrant quand vous êtes dans les classes moyennes supérieures, je le signale, puisque si vous prenez aujourd'hui la population qu'on appelle pauvre, c'est-à-dire les gens qui sont à moins de 60% du revenu médian, qui est à 1 700 € par mois, dans les années 60, les pauvres, c'est les retraités, massivement. Aujourd'hui, c'est les femmes seules avec 2 enfants. Voilà, donc ça crée beaucoup de désordre, si je peux me... quand ça se passe dans une comédie française où les héros ont un appartement boulevard Saint-Germain, c'est très marrant, ce truc. Quand on vivait dans un HLM et qu'il faut de ce coup 2 appartements, 2 voitures, etc., ça se passe nettement plus mal. Donc ça, c'est un changement majeur, et c'est un changement qui est le produit de notre liberté. Je veux dire, on se marie parce qu'on s'aime. Autrefois, on se mariait parce qu'on s'aimait, mais après, ça devenait une obligation sociale. Donc, même si on ne s'aimait pas, ben, tant pis. Les hommes allaient au bistrot, les femmes à la messe. Bon. Mais aujourd'hui, si on ne s'aime pas, il n'y a pas vraiment besoin de rester ensemble. Donc, le triomphe de l'amour, c'est le bordel dans les familles. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Plus on se marie par amour, plus on divorce. Mais ce n'est pas une blague. Parce que la stabilité du sentiment amoureux, c'est quand même beaucoup moins fort que l'alliance de 2 vignobles dans le coin. C'est ça par hasard. Voilà. Ça crée des liens quand même, plus robustes. Voilà. D'ailleurs, quand vous êtes dans l'alliance de vignobles, vous êtes dans le monde de Mauriac, de Balzac, dans le roman de la tension entre les sentiments amoureux et les obligations sociales. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de tension entre les sentiments amoureux et les obligations sociales, donc on est dans un monde instable, qui est devenu le monde, entre guillemets, normal. Enfin, on ne peut plus rester sur l'idée que la famille, c'est M. Galvin, Madame au foyer, et le reste... Non, le reste, c'est la moitié. D'ailleurs, vos propres enfants ont eu plusieurs partenaires avant de choisir celui ou celle avec laquelle ils ont fait des enfants.
Et vous savez qu'il y avait un risque sur deux que ça ne dure pas. Voilà. Je vous dis ça pour vous donner le mot. Deuxième changement, évidemment, c'est que le triomphe de l'égalité, ça c'est le triomphe de l'autonomie. Le triomphe de l'autonomie, de la liberté, etc. Le triomphe de l'égalité, c'est que les femmes ont des taux d'emploi salariés qui sont à peu près aujourd'hui, pas exactement les mêmes, mais à peu près équivalents que ceux des hommes. La famille où monsieur travaille et madame s'occupe du ménage et des enfants, ça n'existe quasiment plus. Ce qui fait d'ailleurs que les femmes peuvent se sentir perdantes dans ce deal, parce qu'au fond, elles travaillent, mais elles vont quand même se taper l'essentiel des charges ménagères. Je vous vois sourire, mais quand les hommes veulent s'en occuper, comme il est fort mal, non, c'est pas si simple. Je veux dire, on leur explique toujours qu'ils ne sont pas capables. Donc, comme ils ne sont pas idiots non plus, ils ne sont pas capables, je veux dire, regardez. Mais non, je plaisante, mais évidemment, vous avez une organisation de la vie familiale qui n'est plus du tout celle qui était prévue. Et il faut payer des impôts avec bonheur, je le signale, y compris en ces temps de gilet. Parce que c'est grâce aux impôts qu'il y a des crèches, il y a des aides, il y a des soutiens. Autrement, on ne pourrait pas combiner sans État-providence, on ne pourrait pas combiner le travail des femmes et la vie de famille. C'est parce qu'il y a des services, les grands-parents changent de rôle et deviennent des auxiliaires familiaux, etc. Mais c'est la situation normale aujourd'hui. Vous savez d'ailleurs que la France, grâce à son État-providence efficace, a un taux de natalité relativement élevé. Les pays qui ont des États-providence faibles ont des taux de natalité, l'Italie, l'Allemagne, extrêmement bas parce que c'est très compliqué de faire des enfants. Donc vous êtes dans un univers où vous avez des négociations permanentes des tâches domestiques. Autrefois, ça ne se négociait pas. Mon père après, il embrassait sa femme, qui avait fait un dîner. Il lui donnait son salaire et lui donnait un peu d'argent de poche pour qu'il vive comme un homme, mais pas trop. Parce que oui, vous devez rappeler que dans ce système traditionnel, le pouvoir des femmes à l'intérieur de la maison est total. Hein. Je veux dire, les hommes sont considérés comme des sortes de grands garçons qui s'intéressent au foot, au rugby, à des choses vraiment pas passionnantes. À l'intérieur de la maison, c'est des mères juives. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour avoir des mères juives. Des gens qui contrôlent complètement l'espace domestique. Donc tout ça a complètement changé. Et évidemment, le changement le plus formidable là-dedans, c'est qu'on n'attend plus des enfants qu'ils soient comme leurs parents, d'une certaine manière, mais on attend de nos enfants qu'ils soient des êtres singuliers, autonomes, originaux, qui s'expriment. On attend de nos enfants qu'ils soient des sujets, chacun d'eux singulier, créatif, et au fond, pour moi, le grand changement, alors ça va se manifester par ce qu'on appelle les adolescences, c'est-à-dire qu'on voit des comportements ados qui commencent à 10-11 ans, s'enfermer dans sa chambre avec son écran, mettre défense d'entrée, avoir sa vie personnelle, la chambre à soi, qui est très très important, la chambre à soi, avec laquelle le gamin a le sentiment de maîtriser le monde à travers des machines et d'être au fond en pension chez ses parents. En même temps, il peut avoir des embryons de vie amoureuse et sentimentale à l'intérieur de la famille, qui comprennent, oui, il y a quand même droit de visite, et au fond, l'autorité, et ça c'est la thèse que je vais développer ce soir, l'autorité est devenue un sale boulot. L'autorité est un sale boulot. Dans le modèle traditionnel, dire il y a 21 heures qui va coucher, c'est pas du sale boulot parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous dites c'est il y a 21 heures qui va te coucher, on a le sentiment que on va quand même abuser un peu de son pouvoir. Et le gamin, d'ailleurs, vous va vous dire et pourquoi que j'irai me coucher? Et pourquoi toi tu ne vas pas te coucher? Et on rentre dans des négociations infinies qui fait qu'au bout d'un moment, on pète un câble, le gamin pique une cuisse, et parce qu'on n'a pas d'autorité. Et d'ailleurs, les parents qui ont du mal, et moi le premier, sans doute, dans ce modèle-là, à exercer de l'autorité sur ses enfants, voudraient que les autres en exercent.
Quand on fait les enquêtes, c'est très intéressant. On veut plus de liberté pour soi et plus de flics pour les autres. Il faut plus de flics pour les excès de vitesse des autres, les débordements des autres, mais pas pour soi. On veut plus d'autorité à l'école, mais pour les gamins des autres, pas pour les siens. Et je vois une institut qui est calme, mais à l'égard de ses propres enfants, elle a exactement le même raisonnement. Voilà. Donc, le modèle a complètement changé de ce point de vue-là, parce que, au fond, on ne va pas attendre du petit garçon et de la petite fille qui soient comme ses parents. On va attendre qu'ils expriment une singularité psychologique, personnelle, tout à fait originale. Au fond, l'enfant est devenu une petite personne. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile d'élever les enfants en ayant cette ambition que de se dire qu'il doit simplement ressembler à son père et à sa mère pour se comporter normalement. Sur l'école, évidemment, le grand changement scolaire, le grand changement de l'école, c'est que l'école n'est plus cette institution dans laquelle on met ses enfants pour qu'ils apprennent ce que tout enfant doit savoir pour devenir un citoyen normal de ce pays. On met ses enfants à l'école, pour ça bien sûr, mais on met ses enfants à l'école pour que ces enfants acquièrent des compétences qui leur permettront de trouver au sortir de l'école le meilleur boulot possible. Et on a raison, parce qu'on est dans des sociétés où le diplôme détermine pour l'essentiel la position que l'on occupera, le métier que l'on fera. Dans le monde d'avant, si je nais fils de viticulteur à Barsac, grosso modo, je serai viticulteur à Barsac. Aujourd'hui, si mon père est cadre, il ne suffit pas que mon papa soit cadre pour que je sois cadre. Il faut que je sois le premier de la classe, que je marche à la tête des autres, que je fasse une classe prépa, que je fasse une grande école, et ensuite que je manifeste contre la sélection. Chic. Mais voilà. On n'attend plus de l'école simplement, j'insiste beaucoup là-dessus, on n'attend plus simplement de l'école qu'elle fabrique le petit citoyen, on attend de l'école qu'elle fabrique le gamin le plus compétent possible. Donc, la pression sur les instituts va être évidemment beaucoup plus renforcée. On n'attend pas simplement que l'institut apprenne, etc. On attend qu'il soit très efficace, etc. Et les parents, évidemment, vont attendre de l'école la plus grande efficacité. Alors, ça dépend évidemment des territoires, mais quand vous êtes dans une grande ville où il y a plusieurs collèges, plusieurs lycées, etc., évidemment, les parents choisissent, soit en déménageant, soit en trafiquant la carte scolaire, soit en prenant le privé, choisissent le meilleur établissement. Et moi, je ne leur reproche pas. Je ne leur reproche pas. Je trouve d'ailleurs détestable cette attitude qui consiste à reprocher aux autres ce qu'on fait soi-même. On avait fait une enquête à Bordeaux il y a des années. Les parents qui étaient les plus favorables à la carte scolaire, c'était les parents de la rue Saint-Genès à Bordeaux. Parce que grâce à la carte scolaire, aucun fois vous ne pouvez passer. Et quand vous alliez dans un quartier difficile de la rive droite, les gens étaient très hostiles à la carte scolaire parce qu'ils disaient « Je suis pauvre, il y a un collège de merde et en plus on est obligé d'y aller. » Dans un collège où aucun enseignant ne met ses gosses. Je me souviens le passage. Donc, ça change tout, le rapport. J'insiste beaucoup. Donc, on va attendre de l'école qu'elle soit efficace pour creuser les écarts. Alors, ça ne se manifeste pas forcément ici, mais je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'école élémentaire, il y a très longtemps, on attendait de l'institut qu'on sache tous lire en juin du CP. Quand mes enfants sont allés à l'école 25 ans après, 30 ans après, on attendait de l'institut qu'ils sachent à peu près tous lire à Noël. Donc, maintenant, dans le milieu de classe moyenne qui est le mien, ils savent lire à la rentrée. Grosso modo en septembre, ils savent lire. Donc tous les autres sont en retard. Et toute la république de scolarisation précoce, la grande section maternelle devient un quasi-CP, etc., c'est de dire qu'il faut qu'ils prennent une langue d'enfance qui soit meilleure, etc., etc. Donc la pression sur les gosses s'est considérablement renforcée. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès des collégiens. Et ça, ils disent, quand je rentre à la maison, on ne me dit pas bonsoir, on me dit taille des notes. Ça sert de bonsoir.
Et la deuxième question, c'est, et les autres, combien ils ont eu? Parce que bon, si j'ai eu 15 et que tous les autres ont eu 15, bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est que j'ai eu 15 et les autres, 11. Voilà. Et là, je vais être peinard dans ma chambre avec mon ordinateur pendant 2 heures. J'ai acheté ma liberté. Donc, c'est très, très, très important de bien comprendre que c'est un changement social et qu'il est très difficile de lutter contre, puisque on sait, grosso modo, aujourd'hui, je ne veux pas vous démoraliser, que si vous prenez le niveau scolaire d'un gamin, d'une gamine à 17 ans, vous pouvez à peu près anticiper, quelle que soit son origine sociale, la position qu'il occupera 10 ans après dans la société. Je veux dire, s'il est dans un an d'avance dans une filière S, d'un bon lycée, ça va. Vous allez à peu près dessiner. S'il a 2 ans de retard dans un lycée professionnel où il est absent un jour sur 2, vous pouvez aussi anticiper. Et vous pouvez anticiper de plus en plus précocement. Donc ça crée dans l'école un changement nouveau. Il faut que les gamins soient épanouis et très efficaces. Et les parents, évidemment, pèsent dans l'école parce que cette école n'est plus un sanctuaire. L'école n'est plus un sanctuaire. Les parents sont présents dans l'école, font des demandes à l'école. Moi, ça ne me scandalise pas, je le dis tout de suite, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à l'école d'expliquer ce qu'elle fait, pourquoi ça marche comme ça, je ne vois pas au nom de quoi. Mais évidemment, l'instituteur qui était le grand personnage, qui était au fond, quand j'étais gosse, l'instituteur de Barsac, c'était une sorte de savant dans un village. Aujourd'hui, quand vous avez Bac+3, franchement, vous n'impressionnez personne. Moi, je pensais, quand j'étais au lycée à Périgueux, que mon prof de philo, il était comme Kant et comme Descartes. Bon, maintenant, je penserais qu'il a le CAPES et que, ma foi, c'est pas génial. Donc, on est très nombreux à faire Bac+5. La démocratisation fait que le prestige a quand même un poil tombé. Sans compter que ce métier n'est plus une vocation. Alors, pas ici, mais dans un grand nombre d'endroits, les intimes que j'interroge me disent que je ne veux jamais vivre dans la commune où je travaille parce que je ne veux pas qu'on vienne m'enquiquiner le dimanche au marché pour me parler des gosses. Je ne reproche rien à personne. Mais c'était, au fond, l'institut était un peu comme le curé qui s'occupait de l'amicale laïque, du machin, du secrétariat de mairie, etc. Maintenant, l'institut, elle a des gosses, elle a 4h30, pas ici évidemment, mais pensez à des collègues qui sont pas là, 4h31, je dégage. Et quand on a donné aux instituts la semaine de 4 jours, personne n'a violemment résisté. 4 jours, c'est considérable. Ça veut dire 1 mois de moins de travail par an. Et ça veut dire 1 année et demie scolaire de moins pendant toute la scolarité élémentaire. Pas mal. Silence, c'est 15 jours en février pour aller faire du ski, c'est pas mal. Il y a 3% des Français qui vont au ski. Bon, vous voyez, on n'est plus du tout dans la gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Voilà. Mais je ne reproche pas plus aux enseignants que je reproche aux familles de divorcés. Je veux dire, c'est le monde est ainsi fait. Et là aussi, évidemment, vous avez un désenchantement du monde scolaire qui est d'autant plus fort que pendant très longtemps, l'école avait le monopole de la culture. Bon, quand j'étais enfant, si je voulais savoir ce qui se passait au-delà de ma rue, j'avais le choix entre l'école ou l'école. Ce qui fait que même certains cours avaient une dimension poétique, au fond, parce que je voyais plus loin que mon univers. Aujourd'hui, prenez n'importe quel gamin, vous expliquez quand même que l'essentiel de ce qu'il va apprendre d'intéressant, c'est pas à l'école. Que ce qu'il apprend à l'école, c'est pour être sélectionné. L'essentiel, il va l'apprendre sur ses écrans, sur ses machins, dont on dit beaucoup de mal, mais qu'on utilise nous aussi en permanence. Il y a quelques années, quand j'écrivais, je cherchais mes références de livres, je faisais l'effort de me lever et d'aller dans ma bibliothèque chercher la référence. Aujourd'hui, le livre est à 1 mètre derrière moi, je tape sur Google parce que j'ai la flemme de me lever et dire Gallimard 92. Donc je fais exactement ce que je reproche aux autres de faire. Donc l'école, au fond, se retrouve, on a envie de dire jusqu'au XVIe siècle, l'Église a eu le monopole de la culture et l'a perdu.
à partir de la fin du XXe siècle, l'école avait le monopole de la culture, elle a perdu. Donc les enseignants font la gueule. On ne nous respecte plus, on ne nous respecte plus, etc. Mais c'est le triomphe de l'école. C'est parce qu'on a changé de monde, parce que ce monde est plus ouvert, plus cultivé, que l'école a plus tourné. Et à l'école, il y a exactement le même problème d'autorité dans les familles. L'école est un monde dans lequel, aujourd'hui, l'autorité est un problème. Je ne le cache pas. C'est un problème, pourquoi? Parce que quand vous pouvez dire aux enfants, si tu ne me respectes pas, respecte ce que je représente, l'autorité est facile. Mais quand vous devez fonder votre autorité sur les deux registres qui vous restent, à savoir, il faut que tu m'obéisses parce que c'est bon pour toi, ou parce que j'ai du charme, eh bien ça devient plus difficile. En particulier le second terme, le silence encore. Je veux dire, moi j'avais interviewé des élèves, je leur demandais pourquoi vous n'aimez pas cette prof. Ils me disaient, vous avez entendu sa voix? Ils me disaient, ouais, pendant une heure ça doit être dur. Je ne dis pas, mais je le pensais, parce qu'elle avait une voix de crécelle. Insupportable, effectivement, objectivement insupportable. On ne peut pas la faire opérer. Vous avez une voix de soprano, vous avez une voix d'alto. L'esprit qui a peur, l'enseignant qui a peur, les gamins le sentent, mais c'est comme les épagnols à l'ouverture de la chasse, enfin, ils le sentent. Donc, quand l'institution ne fonde plus votre autorité, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, vous êtes tout seul. Et vous avez, deux éléments. Un, je suis compétent, je suis intéressant. Ça on peut l'acquérir. Et deux, vous avez ce que vous êtes. C'était d'ailleurs que on faisait à une époque dans les IUFM et les SP des stages complètement grotesques qui étaient du type comment acquérir une autorité naturelle. Vous voyez le genre de truc effroyable, comme perdez 25 kilos en 3 semaines et tout en mangeant ce qui vous plaît. C'est à peu près la même injonction. Donc, l'autorité devient un problème. Ce qui fait que l'autorité à l'école ne peut fonctionner, il y a les enseignants de l'autorité, que si elle est une pratique collective de l'école. C'est-à-dire que si vous laissez chaque enseignant tout seul devant sa classe, bien vous avez le bordel. Parce qu'il y en a qui ont l'autorité, il y en a qui n'ont pas l'autorité. Chaque enseignant a sa propre conception de la discipline. Alors, pas à Varsac, mais moi j'ai travaillé dans le collège, où les enseignants disent, moi qui rentre en faisant des tas, ça ne me gêne pas, moi je veux qu'il rentre, dit l'autre, en rentre par deux, moi qui fais des casquettes, ça ne pose pas de problème, moi ça m'en pose, et les gamins qui disent, mais c'est n'importe quoi. Parce que l'autorité, elle ne peut pas être simplement le produit d'un individu, elle est le produit d'un système. Ce qui fait que quand on interroge les chefs d'établissement, pas à Varsac, mais ailleurs, ils vous disent le problème d'autorité sur les élèves, c'est pas le problème que je rencontre. Le problème que j'ai, c'est le problème d'autorité sur les enseignants. Pour que les enseignants acceptent d'être les porteurs d'une règle commune et d'incarner une autorité qui n'est pas simplement la leur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, j'ai travaillé dans des établissements, dans des collèges, où les gamins se battent, je le dis parce que ça m'est resté en travers. Les gamins se battent, c'était des filles, justement, qui se battent. Alors, je dis, pourquoi vous battez, étant si qu'elle était la traité de vieille? Vieille, quand même, bon. On essaie de défendre l'atmosphère. Mais ces gamines se battaient, les profs passaient, personne n'intervenait. Vous imaginez le niveau d'angoisse des gosses. Si je peux me battre devant des adultes qui n'interviennent pas, je me demande pourquoi vous n'intervenez pas. Donc moi je suis intervenu, il m'a dit, c'est pas ton boulot. Il y a des pions. C'est dingue. C'est complètement dingue. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc l'autorité, c'est une activité collective. C'est l'activité de la dame de service, de la dame de la cantine. C'est pas simplement chacun dans sa classe et dans le reste, on se débrouille. Il y a d'ailleurs un effet désastreux qui a été créé par le fait qu'il y a beaucoup d'auxiliaires dans les écoles, c'est que les instituts, autrefois, surveillaient la cour de récré, maintenant c'est devenu du sale boulot, pas à Varsac, mais ailleurs. Et donc, c'est du sale boulot que l'on confie à un sous-prolétariat sous-payé, ça veut dire boulot de merde. C'est pas digne de moi qui dois réfléchir sur le participe passé entre 10h et midi. Donc, cette idée, on la retrouve dans la famille et dans l'école.
c'est que l'autorité est devenue un problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et d'ailleurs, à l'école comme dans la famille, on demande toujours l'autorité. Le chef d'établissement, regardez ces histoires quand il y a eu un gamin qui, avec un faux pistolet, a menacé un prof. C'est le chef d'établissement, c'est pas vrai, le chef d'établissement, il couvre ça, le chef d'établissement, il couvre les absences, il couvre tout. Heureusement qu'il ne fait pas tout remonter au rectorat. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Bon. Donc, le problème, c'est que chacun ne peut pas être seul dans sa classe. Ça n'est plus possible. Ou alors, simplement, il faut que tout le monde ait une autorité naturelle, etc. Mais c'est comme avoir un charme. Enfin, je veux dire, vous n'avez qu'à avoir du charme, très bien. J'en ai pas, et alors donc, vous êtes dans des systèmes où il faut penser l'autorité, je dirais, dans la famille, pour y revenir, et dans l'école, comme une construction collective, pas comme un attribut personnel. Parce que si c'est pensé comme une construction collective, les gamins ne respecteront pas l'autorité nécessairement, mais ils auront le sentiment qu'il y a fortement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré. Ils marmonneront. Moi, je le vois avec les petits-enfants quand ils viennent chez moi nombreux. Je pratique une autorité d'ancien régime, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent, mais je leur dis, on mange, vous mangez ce qu'il y a à table, autrement vous ne mangez pas, je ne négocie pas le repas. Et d'ailleurs, je ne me repas. Je ne négocie pas l'heure à laquelle on se couche. Alors, ils vont se coucher, et j'entends dire vieux con. Mais je préfère ça que 3 heures de négociation avec des hurlements parce qu'on n'arrive pas à lâcher la tablette, parce qu'il faut bouffer absolument des brocolis, parce que c'est bon pour ta santé. Ben, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pensez pas à vos familles, pensez aux familles de vos voisins. On négocie tout, le repas, tout le temps, en permanence. Ce qui met les enfants, les jeunes, dans des situations, des attitudes, vous les rassurez quand vous leur dites, c'est comme ça, si tu n'es pas content, c'est pareil. Tu n'aimes pas ce qu'il y a, ben, tu ne mangeras pas ce soir. Tu n'en mourras pas. Au lieu de, mais non, c'est bon pour toi, mon chéri. Parce qu'on voudrait, au fond, que les gamins acceptent l'autorité de bon cœur. Mais on n'est pas obligé d'accepter de bon cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, je crois que dans le domaine scolaire et dans le domaine familial, je pense que la modernité, quelque chose, fait que ça prend l'autorité. Je vous rappelle la manière dont on traite Macron, pour lequel je ne suis pas forcément un supporter, mais il y a des fois où on se dit, on est un peu indigné que les lycéens cassent tout, mais la manière dont se conduisent de grandes personnes est pour le moins troublant. On est devant ce problème. Ce qui est très dangereux, je le signale, c'est que quand vous n'avez pas d'autorité, vous avez de l'autoritarisme. Quand vous n'avez pas de règles, vous aurez de la violence. C'est automatique. Parce qu'à un moment donné, vous aurez le retour du refoulé. On craque, on n'y tient plus. Le vocabulaire, on le connaît tous. On pète un câble. Voilà, on n'y arrive plus, etc. Et vous avez évidemment des gamins qui sont très très malins pour savoir jusqu'où ça va tenir. Le mieux, c'est qu'on ne pousse pas le jeu extrêmement loin. Comprenez bien ce que je dis, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut revenir à l'autorité. Je veux dire, il y a des rôles d'autorité, il faut les accepter, comme on ne peut plus les remplir seul à l'école, il faut les remplir. Il faut que ça soit l'école qui est l'autorité, et que chaque enseignant, au fond, quoi qu'il en pense, applique les règles d'autorité qui sont celles qu'il a négociées avec ses collègues. Et avec les parents, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, les parents ne peuvent pas faire valoir qu'il y a des règles singulières d'autorité pour leurs enfants. C'est des règles qui s'appliquent à tout le monde. Donc ça c'est un gros enjeu. Et si je peux me permettre, ce n'est pas simplement un enjeu éducatif, c'est presque aujourd'hui devenu un enjeu global. Parce qu'il y a quelque chose qui allait de soi. Et d'ailleurs, pendant ma génération, elle a critiqué l'autorité parce que c'était quand vous étiez élevé entre l'école catholique, le général de Gaulle et le Parti communiste. C'était ça la France des années 60. Tout le monde en rêve, mais bon, un général
un stalinien et un curé, bon. Donc, on critiquait tout ça, mais le moment agréable, c'est de se battre pour la liberté. Le moment désagréable, c'est quand on est libre et de savoir ce qu'on va faire de cette liberté. Voilà. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette situation. Et donc, je crois qu'il faut avoir une vision démocratique des choses et admettre que c'est un problème qui se négocie, qui se discute et qui, une fois qu'il est acquis, ne se discute plus. Certaines choses. Donc aujourd'hui, on est devant un modèle éducatif qui est, qui au fond donne une double exigence aux enfants et aux jeunes, qui est il faut que tu sois bien dans ta peau, épanoui et efficace. Alors, c'est vachement bien si on... Alors, ça veut dire que si on arrive à faire les deux, c'est le top. Jeune, beau, premier de la classe, vie amoureuse épanouie, c'est le pied. Sauf que c'est quand même une exigence beaucoup plus forte, beaucoup plus difficile à acquérir que d'être comme son papa et comme sa maman, qui était quand même le modèle d'autrefois. Donc, il faut savoir que ça fait peser sur les jeunes et les enfants une très très forte pression. La pression autrefois, elle était plutôt de type moral. C'est-à-dire, tu seras sage et tu obéiras. La pression aujourd'hui, c'est plutôt tu seras le meilleur. Et on voit bien d'ailleurs dans les familles de classe moyenne, qui sont très sensibles à ça, à quel point il y a une angoisse scolaire tout à fait invraisemblable, il y a un goût de la compétition scolaire tout à fait invraisemblable, on organise les loisirs de ces enfants, non pas pour ce qu'ils s'amusent, mais pour que les loisirs soient les plus efficaces sur le plan scolaire, et les gamins le comprennent, ils disent si je suis bon à l'école, j'achète ma liberté. Et si vous n'êtes pas bon à l'école, vous allez avoir affaire au psychologue, etc. C'est que, je caricature à peine, si un gamin est premier de la classe et va mal par ailleurs, on s'en fout. Si un gamin pose des problèmes scolaires, on va penser qu'il a un problème psychologique, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais ce modèle de la réussite est devenu la norme. Ce qui fait que les familles aujourd'hui sont ultra... On les mobilise sans cesse. C'est-à-dire qu'on va sans cesse demander aux familles d'en faire de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'attitudes éducatives, de réfléchir de plus en plus à ça. Et l'éducation n'est plus cette sorte d'activité naturelle allant de soi, elle est devenue un gros investissement. Et dans les familles les plus modestes, qui ont le plus de difficultés, au fond, on va leur mettre sur le dos une très forte pression. Vous êtes des missionnaires, vous n'êtes pas très compétents, vous n'êtes pas avec votre famille. Donc, l'éducation, on est toujours tenté de penser que c'est devenu plus cool que ça l'était. C'est plus cool, par bien des aspects, mais par d'autres aspects, c'est devenu, de mon point de vue, beaucoup plus exigeant, etc. Donc, je crois qu'il faudrait, là-dessus, détendre un peu le jeu. Moi, je serais pour qu'on soit moins obsédé par les performances scolaires qu'on ne l'est. Je crois qu'il faudrait que l'on ait beaucoup plus de temps d'apprentissage. Je ne devrais pas dire ça, mais je trouve que ramener une semaine scolaire sur 24 heures, 33 semaines par an, c'est pas bien. Que les gamins ont besoin de temps, mais qu'on a en fait très très peu de temps. Et que vous avez des gamins dont on trouve qu'ils sont très énervés, mais ils vont à l'école, ensuite ils vont au centre le soir, et puis le mercredi ils vont au centre aéré, et puis arrivent les 15 jours de Toussaint, les 15 jours machin, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on travaille, donc on les envoie chez les grands-parents qui n'en peuvent mais, ou bien, s'il y en a, ou bien on les envoie sans travail. Je veux dire, si vous vous placez du point de vue des gosses, moi je trouve que le temps de l'enfance, ils n'ont pas tellement. C'est-à-dire le temps de barouder, de rêvasser, de faire des expériences, de jouer utilement, ils l'ont de moins en moins. Donc il me semble que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de trouver évidemment un accord sur la discipline. Qu'est-ce qu'on entend par discipline à l'école et au lieu de dire aux parents aidez-le à faire ses devoirs, c'est une injonction insupportable.
Parce que moi, mes enfants ont tous fait des études supérieures. Ils ont tous des enfants. Les enseignants leur disent tous, aidez-les à faire ses devoirs. Et mes enfants qui ont bac plus 15 ont les plus grandes difficultés à y arriver. Je ne parle pas de l'école élémentaire, mais au collège, la famille se met en transe le week-end pour faire l'exposé historique. Enfin, bon, non, mais ça devient un peu étrange. Cela. Et pour un tas de familles, le aidez-le à faire ce devoir n'a aucun sens. Parce qu'on ne sait pas le faire. En revanche, leur dire il faudrait qu'à 9h ils dorment, il faudrait qu'il ait déjeuné à Turquie, il faudrait qu'il aille galoper à jouer au football, etc. Ça serait peut-être des conseils beaucoup plus praticables et beaucoup moins violents, beaucoup moins insupportables. Donc il me semble qu'on pourrait refaire une alliance entre l'école et les familles autour de règles assez simples de ce type et peut-être lever aussi la résistance à la pression. Alors les gamins, pourquoi des gamins se battent à l'école? C'est pas un problème des gamins, c'est un problème d'adultes. Il faut le dire très simplement. Je veux dire, si vous, le monde naturel des enfants, c'est Sa Majesté les mouches. C'est-à-dire que les enfants adorent se battre, et comme maintenant les filles sont les égales des garçons, elles adorent ça autant que les garçons. Et je pense que cette bagarre dont on a parlé entre filles, c'est plutôt le progrès de l'égalité. Elles deviennent aussi bêtes que les garçons. Donc, c'est formidable. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'une communauté d'adultes n'ait rien vu venir, ne comprenne pas. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un adulte puisse pas se mettre au centre de la cour de récré et ça suffit, rentre dans vos places, et que ce geste-là soit devenu difficile à faire? Qu'est-ce qui se passe pour que si ce geste-là a lieu, les parents disent mais c'est pas ma conception de l'éducation? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes d'accord qu'il faut trouver. Au fond, quand les sociétés sont des sociétés de gens égaux et libres, il n'y a plus que des accords démocratiques qui permettent de créer des règles communes. Et ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut effectivement discuter, négocier, s'accorder, et dire, mais voilà, à partir de maintenant, c'est la règle que l'on s'est donnée. Et cette règle, on en est tous responsables. Alors, il y a des écoles qui y parviennent très bien. Je veux dire, moi, je connais des écoles du style, je vais m'arrêter, je connais des écoles Freinet, alors je ne suis pas forcément un fanat des écoles Freinet. Il y a des choses tout à fait bien, c'est que tous les vendredis après-midi, tous les parents qui le souhaitent peuvent entrer dans la classe, assister au cours, voir comment ça se passe. S'ils ont des compétences, ils peuvent faire eux-mêmes des leçons. Je préfère vous dire que personne n'a l'idée de discuter des règles de l'école. Parce que tout le monde, d'une certaine manière, est solidaire des règles de l'école. Mais quand les parents sont planqués devant le portail, là, 10 minutes avant, ça ouvre, et qu'on lâche les fauves, et que les enseignants c'est pas le cas à part ça, et que les enseignants se parlent immédiatement pour éviter la rencontre un peu désagréable, il ne faut peut-être pas s'étonner. De temps en temps, il y a des explosions de violence. Voilà, donc élever les enfants, c'est de plus en plus difficile. Je suis très content de ne plus être confronté à ce problème. Mais je voudrais dire que, dernier point, ça n'est pas nécessairement pire qu'avant. C'est simplement d'autres formes de pire qu'avant, mais avant, il y avait du pire qui était le poids des règles de l'oppression, de la violence, de la brutalité, qu'on ne supporterait plus aujourd'hui. Voilà, il faut quand même aussi se rappeler que les mondes parfaits ne sont pas faits pour nous. Je vous remercie.